Gaza était cette expérience de la solution à deux États, et elle nous a explosé au visage lors du pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Le CGRI, la République islamique d'Iran, a une stratégie pour appliquer et promouvoir la domination islamiste dans le monde entier. Notre principale préoccupation est la menace existentielle, et s'ils en ont la capacité, ils l'utiliseront. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Standpoint. Je suis Gabe Grossman, ici à Jérusalem dans les studios de JNS. Je passe quelques jours en ville. C'est un moment incroyable pour être en Israël. Pour ceux qui suivent de près l'actualité du Moyen-Orient, depuis les États-Unis ou Israël, vraiment partout dans le monde, c'est une période de grande tension, de grande excitation. C'est presque comme si la façon dont les gens perçoivent ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient était un reflet. Peut-être est-ce une réflexion sur l'optimisme ou le pessimisme, car nul ne sait ce qui va arriver. De nombreux éléments évoluent, non seulement en Israël, Gaza et avec l'autorité palestinienne, mais dans tout le Moyen-Orient. Nous observons aussi l'Iran. Et j'ai passé quelques jours à Tel Aviv, et tout le monde à Tel Aviv parle de la même chose. À savoir, quand l'Iran va-t-il frapper? Quand allons-nous frapper l'Iran? Que se passe-t-il? Jérusalem a une ambiance différente avec plus de confiance. Mais nous voulons surtout apporter de la nuance et mieux comprendre la réalité au-delà des gros titres. J'ai contacté une amie, Sharon Haskell, membre de la Knesset et vice-ministre des Affaires étrangères d'Israël, très éloquente et intelligente, sans vouloir lui mettre trop de pression. Je lui ai dit, avant nos années de discussion avec Nonitar, que j'apprécie vraiment de la voir travailler ici en Israël, car elle est très différente de nombreux membres de la Knesset, parce qu'elle dit ce qu'elle pense, et parfois cela correspond à une façon de voir l'idéologie politique, parfois cela tombe de l'autre côté. Mais on comprend vraiment d'où elle vient, et j'apprécie beaucoup cela, et elle parle très bien anglais. Donc, Sharon Haskell, bienvenue. Merci beaucoup. On en parlait avant, et t'as raison, il faut qu'on parle plus. 30 minutes, c'est trop court. Je ne comprends pas comment certains écoutent des podcasts de plusieurs heures. Je résume, je souhaite évoquer le Conseil de la paix qui se réunit cette semaine. L'épisode sortira sans doute juste après. Aussi de la situation avec l'Iran et, si possible, de celle en Israël au niveau national. Allons droit au but. Nous enregistrons ce mercredi et le Conseil de la paix se réunit demain à Washington. Le Premier ministre n'y sera pas, mais le ministre des Affaires étrangères, oui. Explique-moi comment l'État d'Israël perçoit cette première réunion du Conseil de la paix en général. Pour nous, c'est très important. C'est très important parce que je pense que nous sommes dans une petite fenêtre étroite où nous essayons de désarmer le Hamas par des moyens diplomatiques, et cela fait quelques mois que nous attendons pour essayer d'atteindre cette deuxième étape. Cela commence par une déclaration très simple que tout le monde a adoptée à l'unanimité, ce qui signifie que le Hamas doit se désarmer. Or, chaque fois qu'Israël pourra choisir entre diplomatie et action militaire, nous privilégierons toujours la diplomatie. Et s'il y a suffisamment de pression internationale exercée sur le Hamas pour qu'il se désarme sans moyens militaires, ce serait le résultat idéal, et alors nous pourrons commencer à nous concentrer sur ce qui va se passer ensuite. Mais rien ne pourra se passer avant qu'il ne se désarme. Et je pense qu'il doit être très clair pendant cette session et pendant cette réunion que c'est le moment pour la communauté internationale. Vous savez, chaque fois qu'il criait et hurlait ou faisait des discours sur la stabilisation de la situation et sur la diplomatie et la discussion, c'est votre opportunité. Alors, faites pression sur le Hamas, faites pression sur les pays qui ont l'influence nécessaire pour pousser le Hamas à se désarmer. D'accord, et c'est possible. Je veux dire, Trump a obtenu des résultats incroyables que personne ne pensait possibles, et je crois vraiment que c'est une possibilité. Mais cela n'arrivera que s'il y a suffisamment de pression sur ces pays qui ont l'influence nécessaire pour pousser le Hamas à se désarmer. L'argument pour inclure des pays comme la Turquie ou le Qatar, grands bailleurs du Hamas et des frères musulmans, est justement celui-ci. C'est l'argument, du moins celui qui est avancé, à savoir que ce sont ces pays qui peuvent agir, exercer une influence, mettre une pression sur le Hamas pour qu'il fasse réellement quelque chose. Avons-nous vu cela? Israël a-t-il constaté que cette influence était réellement exercée, qu'une pression autre que de simples déclarations publiques était appliquée sur le Hamas par ces pays? Je pense que Trump a déjà exercé pas mal de pression par le passé et qu'il en exerce aussi pas mal en ce moment. Je veux dire, réfléchissez-y, des pays comme le Qatar, la Turquie et l'Égypte. Et c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre.
Les dirigeants du Hamas, ceux qui prennent les décisions, ne sont pas à Gaza. En fait, ce sont des milliardaires qui sont accueillis dans ces pays, donc leurs entreprises, leurs comptes bancaires, tout est là-bas. Donc il y a des moyens de pression à exercer sur cette direction afin de désarmer le Hamas. Et une fois que vous comprenez cela, et je pense que vous savez, plus que beaucoup d'autres dirigeants actuels ou passés, Trump comprend le Moyen-Orient. Vous voyez? Il comprend les défis, il comprend les problèmes et la dynamique, et que parfois la force parle plus que les mots. Et en ce sens, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a pu obtenir des résultats qui stabilisent davantage la situation difficile que nous avons dans cette région. J'étais en Israël lorsque Trump a parlé à la Knesset et j'ai obtenu une invitation par hasard. C'était incroyable d'y assister. Et la partie que je partage, ce n'est pas pour dire que j'y étais, mais pour souligner l'enthousiasme qu'il y avait à la Knesset. Même les membres de l'extrême gauche, d'ailleurs, c'était très drôle de voir certains membres de l'extrême gauche de la Knesset se lever et applaudir. À chaque remarque de Donald Trump, sauf si elle était positive, le premier ministre restait assis. C'était une danse amusante, rappelant le discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. Malgré un large soutien à Donald Trump en Israël, je veux dire un soutien important dans tout le spectre politique, y a-t-il une crainte qu'Israël perde le contrôle de ce qui va se passer ensuite à Gaza? En raison de l'implication de Donald Trump et du Conseil de la paix, Israël, qui n'avait pas de siège au départ et n'était pas invité, a finalement rejoint. Beaucoup de rapports étaient contradictoires, mais Israël est maintenant présent. Le Premier ministre était à Washington la semaine dernière, a rejoint le Conseil et envoie son ministre des Affaires étrangères à la réunion. Craignez-vous de perdre le contrôle sur la future organisation de Gaza? Donc évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes. D'accord. Le fait que le CMCC, la grande base militaire américaine, et vous savez, il contrôle maintenant l'essentiel de la situation à Gaza, y compris l'aide humanitaire. Ils ont les yeux partout, tout. Je pense d'une certaine manière qu'il faut voir le côté positif de la chose. Je pense que le monde où je dirais le commandement militaire international, comprend mieux la situation stratégique militaire dans laquelle nous nous trouvons depuis 2 ans, quand cela passe par les mains de l'Amérique, parce que vous savez, tout d'abord, l'Amérique est considérée comme un acteur neutre, ou du moins pas partie prenante au conflit. Et donc, ils sont plus objectifs. Donc, tout ce qu'ils rapportent est plus objectif. Et ils considèrent cela comme plus fiable. Donc, quand Israël le dit, ils en doutent, ils le déforment ou ils ne le prennent tout simplement pas en compte. Mais quand les Américains présentent leurs informations, alors ils les considèrent comme plus fiables. Donc, je pense qu'ils comprennent mieux maintenant la situation militaire très difficile dans laquelle nous avons été et dans laquelle nous sommes actuellement. Mais vous savez, nous avons évidemment des préoccupations. Le fait est que tout essai ou toute tentative ou quoi que ce soit qui sera essayé à Gaza, les personnes qui vont en payer le prix, et c'est le prix de la vie ou de la mort, c'est notre peuple, ce sont nos enfants, ce sont nos membres de famille et nos amis. Et donc, nous sommes très réticentes à nous lancer dans ces grandes aventures parce qu'à chaque fois que nous avons essayé de faire un geste envers les Palestiniens, de leur donner une autonomie comme Gaza, Gaza était cette expérience de la solution à 2 États. Et cela nous a explosé au visage dans le pire massacre de Juifs depuis la Shoah, avec nos familles, des petites filles violées, des familles entières brûlées vives. Personne n'accepterait cela. Et après échec sur échec, après échec, de toutes ces expériences folles que la communauté internationale nous a imposées et qui nous ont explosé au visage, nous sommes très réticents à essayer de nouvelles expériences. Et vous savez, je pense que les gens devraient mieux comprendre nos inquiétudes quand nous disons cela. Je pense que nous n'avons jamais eu de meilleur ami que Trump à la Maison-Blanche. Et je pense qu'il comprend nos défis et nos besoins pour garder nos familles en sécurité et protégées. Et donc, les propositions qu'il apporte sont enfin des propositions qui sortent de l'ordinaire, et pas seulement le même mantra ou la même obsession.
Vous savez, de nombreux pays européens ont eu cela par le passé. Et je pense que ce sont des choses que nous pouvons essayer, mais nous devons établir les règles de base et c'est très simple. Aucune organisation terroriste, vous savez, aucun sympathisant de l'État islamique radical ou de djihadistes qui contrôle toute une population avec des armes, qui pousse ces actions. Et je pense que ce message est l'un des messages les plus importants que nous devons apporter à la prochaine conférence du Conseil de la paix. Et je pense que nous, les Israéliens, sommes au moins plus rassurés en sachant que Trump a un droit de veto dans ces conférences, dans la prise de décision, et c'est une personne en qui nous avons confiance. Oui, selon moi, c'est plus qu'un veto, c'est être contrôlé par les États-Unis. Drew, je pense que c'est sans doute une bonne chose, mieux que les alternatives. Dernière question sur le Conseil de la paix. Concernant les FSI, nous avons déjà tenté cela auparavant avec la FINUL et d'autres initiatives dans le Nord. Amener des forces internationales dans un conflit ou pour défendre une frontière qui ne leur appartient pas, ce n'est pas pareil, surtout dans le Nord. Nous avons vu et voyons l'ONU. Nous avons vu le Hezbollah monter en puissance, mais notre rôle est seulement de le signaler à l'ONU, pas de les arrêter. Que faites-vous vraiment là-bas? Nous voyons les FSI et l'Indonésie annonce l'envoi de troupes. En quoi cela contredit-il la priorité d'Israël qui est de désarmer le Hamas? Ils ne le font pas de leur plein gré. Malgré la pression, aucune volonté n'a été montrée de leur part. Certaines personnes, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'introduction, sont optimistes et pensent qu'ils vont le faire. Je suis optimiste, mais ici, je reste réaliste. Je ne pense pas qu'ils le feront volontairement. Avoir des troupes étrangères là-bas, est-ce que cela va entraver la capacité de Tsahal d'aller dans l'autre sens, de désarmer de force le Hamas? Donc, la plupart des déclarations de ces pays qui envisagent d'envoyer une force de stabilisation disent qu'ils n'iront pas avant, que le Hamas soit désarmé, et cela doit être la règle principale maintenant. Si le Hamas est vraiment désarmé et que nous pouvons savoir s'ils le sont ou non, je pense que c'est acceptable, je pense. Aussi, vous savez, si cela avait été appliqué par la FINUL, que le Hezbollah avait été désarmé, qu'il n'y a pas de forces armées là-bas et qu'ils font leur travail, leur rôle n'était pas seulement de prendre des notes, n'est-ce pas? Et ils ont échoué. Mais je pense qu'une fois que le Hamas sera désarmé, une fois que vous aurez aussi supprimé leur pouvoir civil et leur capacité à se réarmer, au bout du compte, Gaza possède deux frontières, l'égyptienne et l'israélienne. Et lorsque vous vous assurez qu'aucune arme supplémentaire n'est introduite en contrebande, alors je pense que c'est une option plus sûre, pas totalement, mais plus sécurisée. Mais vont-ils se désarmer uniquement par des moyens diplomatiques? Soyons réalistes, probablement pas. La réalité montre que non, et ce seront probablement les moyens militaires d'Israël qui vont désarmer le Hamas. Après que ce processus sera terminé, que ce soit par des moyens diplomatiques ou militaires, alors les forces de stabilisation pourront intervenir pour maintenir la paix et la stabilité pour les Palestiniens. Ce n'est pas une force qui doit s'opposer à Israël, il n'y a pas de confrontation. D'accord, ils n'ont pas besoin de protéger les Palestiniens des Israéliens parce que nous ne voulons pas être là. Quoi? Leur travail est de maintenir la paix et la sécurité des Palestiniens face aux organisations terroristes qui sont déjà là ou qui tenteront de se former là-bas. Alors, une question procédurale pour les passionnés de sciences politiques qui écoutent, comme moi, quel rôle joue la Knesset? Je sais que vous êtes ministre, donc vous portez deux casquettes, n'est-ce pas? Pour que les gens comprennent, vous avez un poste ministériel qui fait partie du cabinet, donc directement sous le pouvoir exécutif, mais vous êtes aussi membre de la Knesset. Quel rôle la Knesset a-t-elle à jouer à Gaza désormais pour la suite? Maintenant que la guerre commence à s'essouffler, est-ce qu'on considère toujours qu'il s'agit d'une période de guerre? Est-ce que vous considérez toujours que nous sommes en temps de guerre? Donc, c'est le cabinet de guerre qui prend ces décisions? À quel moment la Knesset intervient-elle? La Knesset a-t-elle une influence sur la situation à Gaza? Alors, deux choses. La première, c'est que même si on a l'impression que vous savez, peut-être que la guerre est terminée. Et c'est très facile de simplement reprendre sa vie quotidienne, vous savez, et tout semble redevenir normal, alors qu'en réalité, rien n'est vraiment normal. Le fait est que nous sommes toujours en guerre.
D'accord, la guerre n'est pas terminée. Il se passe des événements majeurs presque tous les jours. Le Hamas essaie de tuer nos soldats. Ils ont commis des centaines de violations du cessez-le-feu. Ils essaient, vous savez, de passer, de s'infiltrer dans la zone jaune. Ils attaquent nos soldats là-bas. Donc il y a toujours, vous savez, une situation de combat à Gaza. Presque tous les jours, en essayant de faire respecter le cessez-le-feu et de repousser le Hamas derrière la ligne rouge ou dans la ligne rouge. La deuxième chose, c'est, vous savez, la frontière libanaise où le Hezbollah est en train de reconstruire sa puissance. Parfois, une fois par semaine, 2 fois par semaine, il y a un front actif à notre frontière libanaise qui pourrait éclater presque chaque jour. Nous attendons que le gouvernement libanais fasse respecter le cessez-le-feu et désarme le Hezbollah, alors qu'ils renforcent leur puissance plus rapidement que le gouvernement libanais ne parvient à les désarmer. La situation à notre frontière syrienne est complètement folle avec ce qui s'y passe en ce moment. Cela est littéralement en train de se transformer lentement en un État de Daesh. D'accord, Al-Shara, vous savez, ces forces massacrent les Kurdes, ils attaquent les chrétiens, les Alaouites et les Druzes. Dans 8 ans, à partir de maintenant, cela va littéralement devenir un pays de Daesh. D'accord. Donc, il y a de l'activité là-bas presque tous les jours, avec aussi des forces qui essaient de commettre un génocide contre le peuple druze à Soueïda, donc c'est également en cours. Je ne parle même pas de ce qui se passe avec l'Iran, où on est là à attendre presque chaque jour différents rapports et nouvelles sur ce qui se passe, parce que nous savons que la ligne de front, c'est Israël, qu'ils essaient de détourner l'attention et de détruire. Pour l'attention du monde, ils se tournent vers Israël, ils accusent d'Israël, ils attaquent Israël. Vous me connaissez, mère de 3 enfants, je me demande presque chaque jour, y aura-t-il une alerte aujourd'hui? Mes filles seront-elles en sécurité? Dois-je préparer les abris? Que va-t-il se passer? Ce n'est pas calme. Que se passe-t-il avec les Houthis? D'accord, ils imposent littéralement un siège, un blocus maritime, vous savez, contre Israël, en attaquant des navires. Il y a toujours de gros problèmes là-bas, donc nous sommes toujours en guerre. Et même si chaque jour semble plus calme, tout peut complètement changer d'un instant à l'autre. Et ensuite, nous abordons le rôle du Parlement dans ce qui se passe, ainsi que le rôle du Parlement pendant ces périodes. Donc, il a 2 rôles majeurs. L'un est la législation, l'autre est le contrôle. Et le contrôle est extrêmement importante, plus que la législation en ce moment. Bien que certains soient importants, le contrôle est très important parce que il y en a. Je ne peux pas tout partager, mais je dirais qu'il y a des événements majeurs, des opérations et des renseignements qui arrivent. Et vous savez, par exemple, la Commission de la sécurité et des affaires étrangères joue un rôle majeur dans la confrontation avec le pouvoir exécutif. Donc notre armée, avec le renseignement, avec ce qui se passe, s'assure d'être préparée, s'assure que l'équilibre des forces entre les armées soit toujours en notre faveur, parce que nous avons une petite armée. Notre seul avantage, c'est la technologie, le renseignement et l'expertise, donc nous devons toujours garder une longueur d'avance. Ce ne sont pas les quantités, car nous avons un pays très petit, donc ils ont un rôle majeur, vraiment majeur, pour s'assurer que nous sommes préparés et que nous gardons cet avantage. C'est super intéressant pour nous. De l'extérieur, beaucoup de gens pensent qu'il y a une seule personne qui prend toutes les décisions, n'est-ce pas? Nous savons que ce n'est pas le cas, même si le Premier ministre sait mieux que quiconque comment fonctionner. Peut-être ou sûrement en politique israélienne, mais plusieurs branches et groupes sont impliqués dans ces décisions. Je veux respecter le temps car je veux approfondir cela car c'est très intéressant et en discuter aussi. Nous devons consacrer un autre épisode à la bataille autour des enquêtes du 7 octobre. On ne peut pas faire ça en 5 minutes, donc on y reviendra.
Je ne veux pas qu'on pense que j'ignore ce sujet. Je pense que c'est un sujet crucial qu'on doit aborder 1 heure entière rien que là-dessus. Mais je veux parler de l'Iran parce que je pense que tout le monde à qui tu parles en Israël, comme tu l'as mentionné, c'est le sujet numéro 1. Les gens ont des sacs d'urgence pour l'Iran et vont chez des amis ayant le meilleur abri anti-bombe, tirant les leçons de la dernière confrontation avec l'Iran. Que va-t-il se passer maintenant aux États-Unis? C'est intéressant parce que c'est dans le journal tous les jours. Je lis probablement chaque article qui sort dans la presse américaine sur l'Iran, mais ce n'est pas la priorité, n'est-ce pas? Ce n'est jamais le premier sujet du journal télévisé aux États-Unis. Mais ici, oui. Revenons un peu en arrière. Quel est l'objectif du point de vue d'Israël d'une nouvelle confrontation avec l'Iran? Wow! Alors, écoutez, notre principale préoccupation, c'est la menace existentielle. Maintenant, il y a le plan stratégique plus large et durable du CGRI, le but de la République islamique, qui est la domination islamiste mondiale, et ils y travaillent activement. Mais notre intérêt, c'est de nous assurer qu'il n'y a pas de menace existentielle actuelle contre l'État d'Israël. Et cela se concentre sur 2 sujets majeurs. L'un d'eux est le nucléaire, parce que nous avons vu quelles sont leurs intentions et leurs capacités, et s'ils ont la capacité, elles l'utiliseront. Et donc c'est l'un des points majeurs, et l'autre est le programme de missiles balistiques. D'accord, et nous avons vu sa destruction pendant l'opération Lion surgissant, ce qu'ils ont pu faire ici en Israël, à quel point c'était destructeur. Alors essayez d'imaginer des dizaines de milliers, 10 000 missiles comme ça envoyés vers Israël. Mais ce n'est pas seulement une menace pour Israël, ils sont déjà à portée de l'Europe. D'accord, et l'Europe devrait en tenir compte très très sérieusement. Donc autant que cela concerne l'intérêt d'Israël, c'est aussi un intérêt mondial. Donc notre but et vous savez, notre objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y ait aucune menace existentielle contre l'État d'Israël. Et nous ferons tout pour nous assurer que nos ennemis ne peuvent pas nous détruire. Et puis, il y a le long terme qui n'est pas discuté en ce moment, non, dans certains cas, oui, et c'est de cela que nous essayons de parler, des relais iraniens, alors approfondissons un peu plus ce sujet. Le CGRI, la République islamique d'Iran, a une stratégie pour appliquer et imposer la domination islamiste dans le monde à travers plusieurs domaines différents. Donc, ils utilisent des moyens militaires, économiques, culturels. Leurs rivaux, les frères musulmans, sont en compétition avec eux pour savoir qui va diriger le nouvel ordre mondial islamique. D'accord, mais les gardiens de la révolution sont plus avancés que les frères musulmans. Mais les objectifs, les intentions, les outils, tout est pareil. D'accord, donc l'Iran a déployé des armées partout dans le monde. D'accord, en Afrique, ils ont des opérations majeures. En Europe, ils ont des quartiers généraux et des opérations au Canada, en Amérique latine. Je veux dire, ce qui se passe au Venezuela n'est pas juste anodin ou, vous savez, quelque chose qui sort de nulle part. Le CGRI, par l'intermédiaire de ses groupes affiliés, l'un de ses plus grands bras armés, c'est le Hezbollah. Ils sont surtout au Liban, mais actifs dans le monde entier. Mais il s'agit de l'armée iranienne du CGRI. Ils ont mis en place des opérations partout en Amérique latine. Maintenant, vous devez comprendre. Ils contrôlent la plupart des routes de trafic illégal de drogue et d'armes. Maintenant, si je veux le traduire simplement pour, vous savez, l'Américain moyen, ils mènent des opérations militaires chaque jour en Amérique latine lorsqu'ils appellent à la mort de l'Amérique. C'est l'un de leurs objectifs, c'est l'un de leurs buts, d'accord? Et ils ont déjà des armées en Amérique latine. Pendant l'époque de l'opération Lion ascendant, vous savez, certains des dirigeants, les dirigeants politiques, ont essayé de fuir et d'emmener leurs familles hors d'Iran. Au moins 700 d'entre eux ont fui au Canada. D'accord, demandez-vous, ils ne sont pas allés au Qatar, ils ne sont pas allés, je ne sais pas, en Azerbaïdjan ou au Tadjikistan ou au Pakistan ou dans un endroit comme ça, ils ont fui au Canada. Donc,
La véritable menace militaire de l'Iran, c'est une menace pour l'Amérique. Quand vous voyez ces gangs, les cartels, dont certains sont contrôlés par le CGRI parce qu'ils contrôlent les armes et la drogue, les racines, d'accord, la plupart d'entre eux. Alors, quand vous entendez parler de ces gangs qui envahissent l'Amérique, qui prennent le contrôle des quartiers, qui tuent des Américains, d'accord, ne considérez pas ça simplement comme des cartels. Ce sont des opérations militaires du CGRI qui tentent de franchir les lignes rouges en Amérique. Ce qui est intéressant, c'est que juste après la destitution de Maduro, son arrestation et son transfert, nous avions Carlos Jiménez qui était député, Carlos Jiménez qui vient de Miami. Un cubano-américain très impliqué au Venezuela a expliqué que la base du Hezbollah en Amérique latine était au Venezuela. Où l'était-elle toujours? Le Venezuela n'était pas seulement la base des opérations militaires, mais aussi celle de la subsistance financière, n'est-ce pas? Donc, ils commerçaient sur les marchés pétroliers du Venezuela afin de pouvoir financer le pétrole. La drogue, les armes. Bien sûr, ce sont eux qui alimentaient ou qui ont alimenté une grande partie du trafic de drogue, voire la majorité du trafic de drogue vers les États-Unis. C'est intéressant car on pense aux cartels colombiens des années 90. Aujourd'hui, l'Iran dirige surtout cela via l'Amérique latine jusqu'aux États-Unis. Oui, et ça, ce n'est qu'une opération militaire. Je n'ai même pas encore commencé à aborder le volet économique. Ils opèrent partout dans le monde, sur le plan culturel, vous savez, les centres culturels qu'ils construisent, ce sont des centres de conversion. Ils les envoient faire des stages à l'université de Téhéran et les ramènent comme imams chiites du CGRI en Amérique latine. Dans certains pays où, si vous remontez 20 ans en arrière, il n'y avait même pas un seul citoyen musulman là-bas, donc, il y a toute une opération stratégique sur laquelle ils travaillent juste devant chez vous. Ce n'est même pas le Moyen-Orient, l'Afrique ou l'Europe. D'accord, donc leur objectif est le même, il ne va pas changer. Le CGRI est diabolique. Tu as vu comment ils ont massacré leur peuple d'après les rapports. L'opposition dit que 40 000 personnes ont été massacrées dans les rues en Iran. Des manifestants pacifiques qui ont simplement été tués là-bas. Des enfants, des adolescents. S'ils peuvent faire ça à leur propre peuple, tu sais, et qu'ils crient « mort à l'Amérique », réfléchis à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils pourraient faire en Amérique. La meilleure nouvelle pour les gens du Moyen-Orient, pour les gens en Israël, en regardant les États-Unis, et ce dont tu parles maintenant, c'est que nous avons Marco Rubio comme secrétaire d'État pour la première fois. Je pense que dans l'histoire des États-Unis, nous avons un secrétaire d'État qui comprend et se soucie vraiment de l'Amérique latine, tant économiquement qu'en politique étrangère. Absolument. Je reçois beaucoup de messages de ton équipe sur les écrans. Je sais que tu es occupé, donc je poserai une dernière question. Quand nous, Juifs de la diaspora, c'est-à-dire vivant hors d'Israël, sommes très engagés envers Israël. Comme moi, une critique que je reçois de la part d'amis en Israël, c'est que je ne me concentre que sur la politique étrangère, que je ne m'intéresse qu'à la politique étrangère et à la sécurité d'Israël. Il y a de nombreuses questions internes en Israël que tu ignores, mais auxquelles je fais attention. Ils ne savent juste pas que c'est le cas. Mais il reste de nombreuses questions, notamment sur les ultra-orthodoxes et leur rôle dans l'armée ou les systèmes de protection sociale. D'autres questions internes concernent l'agriculture, l'élevage, les réformes judiciaires et divers sujets importants qui évoluent. Tu es vraiment à l'écoute. J'ai l'impression que tu es impliqué à la fois dans les affaires étrangères en tant que vice-ministre des Affaires étrangères, mais aussi dans les questions intérieures, ce qui est très intéressant. Donc l'année prochaine, il est probable qu'on assiste à une élection en Israël. Personne n'en parle vraiment pour l'instant, mais c'est comme ça que les choses se passent. Selon toi, le public israélien va-t-il privilégier la sécurité nationale et la politique étrangère par rapport aux enjeux intérieurs ou leur accordera-t-il la même importance? Quel sera le moteur du prochain cycle politique? Je pense que la composante principale des campagnes va être la sécurité. Surtout après ce que nous avons traversé ces 2 dernières années et même avant, cela va être le sujet principal et la question majeure. Mais il faut aussi comprendre que la politique en Israël est différente de celle des États-Unis et de l'Europe. Et même si nous, les Israéliens, nous voulons nous voir un peu plus comme les Européens sur le plan politique, mais c'est une grosse erreur. Oui, nous ne le sommes pas, vous savez. Ce qui motive les électeurs en Israël, ce n'est pas une idéologie ou une philosophie de gauche ou de droite, comme en Angleterre, en Amérique ou en Australie. Entre les conservateurs et les travaillistes, c'est vraiment très moyen-oriental, c'est très tribal, d'accord, et c'est très personnel. Donc, vous avez le parti ultra-orthodoxe Ashkénaze et le parti ultra-orthodoxe séfarade, et les plus religieux, et les plus laïcs,
et le parti religieux arabe et le parti communiste arabe. Et c'est plus comme l'Irak et plus comme le Liban. Là-bas, ils ont le parti chiite, le parti druze et le parti sunnite. Et donc, c'est quelque chose que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes, mais c'est vraiment comme ça et c'est très, très personnel. Et la plupart des Israéliens votent pour la personne qui va les représenter, celle qui dirige le parti et non pour la politique. Et même si tout le monde veut croire « Oh non, nous votons pour une politique », non, ils votent pour une personnalité et ils votent par tribu. Malheureusement, Et pour ceux qui critiquent le système ici ou aux États-Unis, cela me rappelle la célèbre citation de Winston Churchill: la démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres. Merci beaucoup, Sharon Haskel, vice-ministre des Affaires étrangères d'Israël, pour votre temps. merci beaucoup, Dave. J'adore ça. On regarde l'heure, on aimerait continuer à parler. Il y a encore beaucoup à approfondir. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été absent ces dernières semaines à cause de la grippe. Cette grippe était pire que le COVID cette année. On a aussi eu des annulations d'invités, mais on tient à vous proposer les meilleurs. Alors n'oubliez pas de suivre, de vous abonner, de liker, de partager. Faites tout ce que vous faites pour soutenir les podcasts et on se retrouve la prochaine fois.